Alors, là, on démarre le transfert de méthodologie concernant la production d'un état des lieux. Donc, on va démarrer du plus simple au plus compliqué. Et le plus simple, c'est déjà l'atelier SWOT. En fait, la notion d'atelier SWOT, c'est juste de se dire, on va faire un bilan de ce qui fonctionne bien ou de ce qui fonctionne moins bien. Alors, je vous donnerai une variante de cette notion de SWOT, parce qu'au lieu de mettre en exergue en fait, ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien, on pourrait prendre l'hypothèse de repérer toutes les bonnes pratiques qui existent et qui sont sous contrôle aujourd'hui, et celles qui peuvent vraiment faire l'objet d'un acte de croissance et donc d'amélioration. Mais on va déjà démarrer par celui-là et après on fera une variante complémentaire de celui-ci. Du coup, comment produire et formaliser un SWOT? Alors, on va revenir sur la définition du SWOT. C'est un outil qui a été conçu par des cabinets de conseil et en fait, en anglais, ça veut dire strength, ça veut dire force. Weaknesses ça veut dire faiblesse. Opportunities, ça veut dire atout. Et threaten, les menaces. Donc, en fait, c'est un outil qui à la fois vise à identifier ce qui est opportunité et menace de votre structure dans son environnement social, économique, financier, sanitaire, etc., en lien avec le périmètre de votre organisme ou de votre organisation. Si je suis sur le secteur de la santé, je vais parler de la situation dans l'environnement sanitaire. Si je suis dans le pétrole, je vais parler sur la région socio-économique sur laquelle sont les sites d'exploration du pétrole, etc., etc. Si je suis sur l'industrie, ce sera aussi par rapport à la concurrence. Donc, en fait, c'est l'idée, effectivement, potentiellement, j'ai de la concurrence qui peut être aussi menaçante pour moi. Néanmoins, là, on va faire simple, mais en fait, et donc, pardon, donc les opportunités, les menaces, c'est par rapport à l'extérieur de votre environnement. Là où les forces et faiblesses, ça va être au niveau de l'organisation interne et au niveau de votre environnement de fonctionnement et d'organisation quotidienne. Donc, l'objectif et l'intérêt d'un SWOT, c'est vraiment de vous permettre d'avoir une vision en 360 degrés de votre organisation d'un point de vue managérial. De passer d'une vision micro-organisationnelle à une vision macro et de prendre de la hauteur donc, sur un sujet sur lequel vous avez une sensation d'être dans la confusion et de ne pas avoir de clarté en fait, sur le problème que vous avez à résoudre. Et d'obtenir une vision de système, c'est-à-dire qu'on est en train d'analyser des organisations et des systèmes, mais pas les hommes. On n'est pas en train d'évaluer les individus ni en train de les juger. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment un outil qui permet d'avoir une perspective dans ce qu'on est en train de vivre dans nos organisations. Alors, concrètement, comment produire un SWOT? Donc là aussi, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté, mais c'est typiquement un outil à faire en atelier de travail, dans un workshop, associant des collègues, associant les gens qui sont concernés par le problème que vous voulez résoudre, les gens concernés en tout cas par la résolution des problèmes associés aux problématiques que vous rencontrez. Donc, l'idée là, c'est de, constituer un atelier de travail, donc choisir les bons acteurs. 2, s'appuyer sur les outils que je vais vous transmettre là maintenant et qui ne sont pas compliqués, mais il faut quand même rentrer dans il faut prendre du temps pour bien le comprendre, bien le saisir
et s'efforcer de créer des associations d'idées entre la matrice que je vais vous présenter et votre environnement professionnel. C'est-à-dire créer une analogie entre ce que vous êtes, entre votre organisation, la mission de votre organisation, sa raison d'être, et la matrice que je vais vous montrer, qui, elle, est empruntée au secteur sanitaire, mais qui est, que j'ai utilisée dans l'industrie, que j'ai utilisée dans le pétrole, etc., etc. Donc, tout simplement, mais uniquement par pure analogie. Donc, appuyez-vous, faites l'effort de créer votre propre matrice, le cas échéant, pour créer une mise en cohérence de l'ensemble du corps institutionnel et corps organisationnel dans lequel vous vivez, et ça aussi par association au corps humain. Vous verrez qu'avec la matrice que je vais vous montrer et le fonctionnement du corps humain, il y a de quoi créer une analogie. Donc, faites l'effort de vous approprier cet outil et de voir comment vous pouvez le traduire en langage culturel lié à votre métier. Donc, effectivement, le SWOT, il vaut mieux l'idéal, c'est de le réaliser avec les gens qui sont concernés, même par le problème. Et ça démystifie la situation. On se met pas dans une logique d'audit, on se met dans une logique de remise en cause professionnelle, avec une maturité personnelle et professionnelle et managériale qui permet à tout le collectif de prendre de la hauteur sur ce qui va et ce qui ne va pas bien. Et donc, partir aussi de la connaissance du sujet traité. Et il faut répondre à chaque brique du SWOT, et vous verrez comment on va le faire. Et là, avec des post-it. Donc, 1, atelier de travail, choix des bons acteurs. 2, privilégier une salle de travail avec de la convivialité. Vous allez recourir à des post-it et à des feuilles de brown paper, papier craft, ou bien des feuilles de paperboard. Et puis, en synthèse, vous aurez à identifier les enjeux majeurs, les enjeux de progrès et les enjeux d'amélioration. Et par ailleurs, revoir aussi si parce qu'en l'occurrence, quand on fait un SWOT à ce stade-là, il faut bien prendre la mesure que vous êtes sur de la perception. Et qui dit perception ne dit pas forcément réalité. Donc, quand on part de la perception, il faudra créer du lien avec les indicateurs chiffrés que vous avez, que vous allez construire dans la phase suivante. Et donc, il faudra se dire, est-ce que ce problème qu'on rencontre, est-ce qu'il est fréquent, et surtout, quels sont les éléments chiffrés et quel est l'indicateur qui va nous permettre d'objectiver ce dont on parle. Donc, le résultat, en tout cas, c'est un diagnostic général de perception, et c'est la prudence qu'il faut que vous ayez, c'est qu'en fait, quand on fait un SWOT en équipe, on peut être victime de ces schémas de perception, de ces croyances, de ces biais cognitifs, etc., qu'on a déjà évoqués. Et donc, il faut être prudent pour s'efforcer à prendre et à choisir les indicateurs qui vont vous permettre de mesurer ce dont vous parlez, pour sortir de la subjectivité, de la perception et de l'affectif. Alors, je vais vous montrer la matrice 4SMP. Donc, la matrice 4SMP, vous voyez que là, je l'emprunte à la santé ou à un établissement de santé. Et le cas échéant, si vous êtes sur un autre environnement professionnel, concevez-vous votre propre matrice en créant à partir d'une analogie avec celle-ci. Alors, j'ai dit 4SMP, donc 4S comme stratégie, structure, système, social, management et pilotage. Par analogie au corps humain, vous voyez que la tête, c'est la raison sociale qui donne l'esprit, le sens de ce qu'on est. La structure, ça va être le corps humain dans ses fonctionnalités, avec ses organes, ses fonctions. Le système, eh bien, vous voyez que pour faire fonctionner le système humain, eh bien, il faut des systèmes de fonctionnement, les poumons, les reins,
le système digestif, le système urinaire, le système hormonal, etc. Donc, en fait, le système hormonal, lui, va être représenté par le P, par le pilotage, là où le management va être actionné par l'ensemble de l'intelligence globale de l'organisation. Donc, là, quand on regarde la stratégie, donc vous voyez qu'on va se préoccuper de ce qui constitue les forces et faiblesses de la stratégie de notre organisation. Est-ce que cette mission et cette raison d'être de l'organisation, elle est claire? 2, est-ce qu'on est dans un environnement avec des concurrents? 3, est-ce qu'on a des clients, des patients, en fonction de notre mission, qu'il faut traiter, prendre en charge, suivre? Et donc, il va falloir qualifier leurs besoins. Quelle est la valeur ajoutée que l'on attend de nous, que l'environnement attend de nous? Est-ce que nos relations clients-fournisseurs externes sont satisfaisantes? Et avec quel indicateur on les mesure? Est-ce que la qualité de service et la qualité de nos services est mesurée ou pas? Est-ce qu'on a la capacité d'avoir un point de vue sur notre niveau de service par rapport à nos concurrents et par rapport aux besoins de nos clients? Est-ce que nous avons des partenaires et est-ce que ces relations sont structurées? Est-ce qu'elles sont pilotées correctement? Et enfin, au niveau de notre stratégie, est-ce qu'on est en capacité de se comparer aux autres ou en tout cas, si on ne veut pas se comparer, au moins se situer par rapport à l'environnement dans lequel on est et par rapport éventuellement à des concurrents potentiels ou des partenaires qui ont une grille de lecture complémentaire de la nôtre. L'idée étant d'avoir un point de vue déjà spontané là, sur vraiment ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Et donc, fondamentalement, quels sont nos atouts par rapport à nos concurrents, mais aussi quelles sont nos menaces, avec l'exigence qu'il faut se préoccuper de nos concurrents, mais aussi éventuellement de nos prestataires et de nos partenaires. Donc ça, c'est important et donc il faudra repérer à ce stade, est-ce qu'on connaît ces différentes notions-là? Est-ce qu'on est capable d'en parler? Est-ce qu'on sait les mesurer? Et est-ce qu'on sait les situer en termes de valeur? Est-ce que c'est satisfaisant, pas satisfaisant, positif, pas positif? Sachant que, bien évidemment, quand on parle de stratégie, on va parler aussi d'image. Quelle image renvoie-t-on à l'extérieur de chez nous, c'est-à-dire de nos organisations? Quelle image a-t-on vis-à-vis de nos clients, nos patients, les acteurs qui sont nos partenaires? Donc ça, c'était le volet stratégie. Donc vous voyez que là, déjà, on a les éléments à la fois atouts, menaces par rapport à l'extérieur, et on a aussi les éléments internes, puisque en l'occurrence, la qualité de service va porter et toucher notre système qualité interne. Les relations avec les partenaires vont toucher nos relations avec les finances et avec le juridique. Les relations clients-fournisseurs internes vont toucher au système qualité interne. Et notre mission vise à répondre à un besoin spécifique et donc est-ce qu'on est bien au fait des besoins de nos clients, de nos patients. Deuxième volet, donc par analogie, c'est la structure. Donc par analogie au corps humain, je vous l'ai dit, c'est l'organigramme. L'organisation globale porte sur un organigramme général et détaillé parfois, et ça correspond bien précisément à l'organigramme fonctionnel et hiérarchique de la structure dont on parle, sachant qu'il y a des environnements en réseau et il n'y a aucun souci pour être aussi dans cette perspective. Tous les organigrammes ne sont pas pyramidaux, il y en a de plusieurs natures. Néanmoins, il y a des liens fonctionnels qui existent. Ces liens fonctionnels, parfois, sont organisés en mode hiérarchique, tout simplement parce que le management a été institué sous cette forme-là.
Mais donc, c'est lié à la culture de l'institution dans laquelle vous êtes et il n'y a pas de standard sur le sujet, si ce n'est que en fonction de l'évolution des systèmes d'information, on voit bien que les lignes et les systèmes de management en place ont considérablement évolué ces 20 dernières années. Donc, là aussi, il y a un fonctionnel hiérarchique, il y a un transversal, puisqu'en l'occurrence, si je parle d'un service ou si je parle d'un établissement, d'une usine, d'un site de production, le fait est, c'est que ça s'inscrit dans un environnement peut-être plus global, soit de groupe, soit de région, soit au niveau national, soit au niveau multinational, soit au niveau de pays, etc. Donc, on a matière à situer nos organisations par rapport à un niveau supérieur et un niveau inférieur. Par analogie, moi, j'aime bien établir un lien avec le corps humain d'une part, mais aussi avec un arbre, tout simplement, parce que vous voyez que l'arbre, il a des racines, un tronc et des feuillages. Et ces feuillages, est-ce qu'ils sont bien nourris? Est-ce que le tronc est bien nourri? Et est-ce que les racines sont bien nourries? Et vice-versa, avec l'idée que ce qui fonctionne, un arbre qui est en vie, la sève circule de haut en bas et de bas en haut. Hein. Donc, par analogie, on peut se poser la question, est-ce que les informations qui viennent en haut descendent en bas et est-ce que les informations d'en bas remontent en haut? Et on a là 3 niveaux de vision, le niveau stratégique, le niveau tactique et le niveau opérationnel. Mais c'est précisément parce que notre structure est claire, nos rôles et responsabilités sont clairs. Donc, les moyens alloués, là, en l'occurrence, en effectifs globaux, là, on est vraiment sur le bilan. On n'est pas vraiment sur l'analyse des compétences à ce stade-là. On est vraiment sur, pour assumer nos missions, quels sont les moyens globaux mis en place en termes de ressources humaines, en termes de système de décision, en termes d'effectifs globaux et éventuellement aussi en termes de moyens architecturaux et des locaux alloués. Voilà, donc la structure, on a de quoi là vraiment identifier les forces et les faiblesses et les atouts et les menaces. Toujours en ayant à l'esprit qu'on se situe dans un environnement beaucoup plus global que le nôtre. On est vraiment dans un environnement systémique. Ensuite, la partie système, c'est vraiment tout ce qui constitue les rouages d'un organisme. Et donc, on peut avoir les modes et les outils de gestion. On va avoir, dans certains environnements, les processus de travail et les rétroplanning de production, selon si je suis sur un site une usine. Sinon, si je suis dans le pétrole, eh bien, j'aurai un système de planification avec l'ensemble de la chaîne de valeur du métier du pétrole. Si je suis sur la santé, ben, j'aurai une production des soins et j'aurai aussi des rétroplanning de production d'une activité médico-technique, d'une activité de soins, d'une activité de gestion. Ensuite, ça fait référence aux protocoles et aux référentiels de bonne pratique, aux indicateurs qualité, sécurité, environnementaux. Là, vraiment, on rentre sur les règles de fonctionnement concrètes. Hein. Là, les systèmes de planification et de programmation de l'activité et les systèmes de contrôle aussi. Et puis, bien évidemment, en infra, les systèmes d'information et les systèmes de communication, sachant que la notion de système d'information n'est pas tout à fait la même chose que le système de communication, dès lors que il y a lieu de faire référence aussi du coup aux instances de décision, aux instances de management et de montrer aussi comment l'information du top management descend au niveau infra et comment l'information opérationnelle remonte au niveau supra. Donc ça, c'est hyper important parce que ça fait référence précisément à tout ce qu'on peut appeler après le système de reporting, le système des bases de données et de pilotage de l'activité. Donc là aussi, force, faiblesse, atout, menace. Alors, le quatrième volet, le quatrième S, c'est le social. Donc là, on va rentrer sur une analyse fine
des effectifs détaillés qui sont alloués au fonctionnement d'un service, d'une organisation, d'une direction, d'un établissement, d'une structure générale, et théorique et réel. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un plan budgétaire, on peut avoir des postes qui ont été budgétés, mais dans la vraie vie, les postes ne sont pas occupés par des salariés. Donc, il y a lieu de bien distinguer les deux. Ensuite, ce qui va permettre de calculer des ratios, des ratios de productivité en fonction de l'activité. Ensuite, la recherche d'adéquation entre les ressources et l'activité. On va avoir à gérer et à analyser l'adéquation entre les pics d'activité réels et les dotations en personnel, mais non pas les dotations globales, les dotations en fonction des pics d'activité. Je prends un exemple. Si je suis sur un service d'urgence, eh bien, je sais que sur 24 heures, j'ai des pics d'activité sur certaines plages horaires. Eh bien, on va rechercher à avoir un maximum d'adéquation entre les ressources présentes à l'activité. Et quand on a moins d'activité, la logique voudrait en tout cas que j'ai moins de ressources à ce moment-là. C'est lié bien évidemment au droit du travail, aux exigences et contraintes du droit du travail. Néanmoins, dans un système performant, on vise cette recherche d'adéquation. Sinon, on a affaire à des systèmes totalement rigidifiés et c'est une menace pour les organisations. Ça. En situation de concurrence et d'environnement qui bouge très vite, de marché qui bouge très vite et qui amène l'exigence d'être de plus en plus flexible, agile et adaptable. Ensuite, on va regarder et analyser les compétences. Est-ce que les compétences et les expertises présentes dans les équipes sont en adéquation avec les besoins exigés par la technologie en place, par le besoin des clients, pour assumer nos missions? Est-ce que nous avons les bonnes ressources, les bons profils et les bonnes expertises métiers? Ensuite, eh bien là, c'est réflexion aussi sur les pratiques métiers et le référentiel de bonnes pratiques. Face à un métier, on sait qu'il y a des normes, il y a des référentiels. Et là aussi, est-ce qu'on est dans les clous sur le plan légal? Est-ce qu'on est dans les clous sur le plan du référentiel du métier? Est-ce qu'on a les bonnes exigences? Est-ce qu'on est en cohérence avec les veilles technologiques associées à nos métiers qui évoluent en permanence? Donc ensuite, il y a le facteur culturel. Alors le culturel, il peut être, en tout cas, il y a lieu d'en tenir compte, mais c'est toujours difficile, là, pour le coup, d'évaluer la qualité. Enfin, cette notion de culture, elle ne s'évalue pas au sens bien ou mal, ou positif ou négatif, ou force ou faiblesse. Simplement, plutôt sous forme d'atout ou de menace, parce qu'en l'occurrence, si effectivement on est en présence de culture, par exemple, administrative, et qu'on doit s'adapter aux contraintes médicales, par exemple dans un hôpital, eh bien, il y a parfois des incompatibilités culturelles entre les métiers. Et il y a souvent d'ailleurs, parce que si je prends l'industrie, j'ai toujours des conflits culturels entre le marketing et la recherche et développement. Et là, l'idée, c'est d'identifier les tendances, les écarts de compréhension et les points de vigilance par rapport à ces sujets-là. Et ensuite, est-ce on s'est inscrit dans un système de veille et de recherche? Est-ce qu'on s'est suffisamment remis en cause les années passées pour se dire qu'on s'est adapté à l'évolution de notre marché, qui bouge en permanence et qui peut être, si on n'y prend pas garde, on peut être très vite dépassé, surtout sur ces périodes actuelles. Voilà, donc social. Ensuite, j'ai l'élément pilotage. Donc là, vous voyez que l'ensemble de ces éléments qu'on a vus là sur les 4S requièrent de l'indicateur permettant d'objectiver ce dont on parle. Si je parle des effectifs, eh bien, il faut que j'ai une base de données, de connaissances des ETP en place, des personnes physiques en place,
et me permettant de mesurer heure par heure ou sur les 24 heures ou sur la semaine ou sur le mois ou sur l'année en fonction de mes pics d'activité, que je puisse suivre vraiment de façon chiffrée ce dont je parle. C'est ça l'enjeu. Et donc, c'est hyper important ça parce que l'idée n'est bien évidemment de pas de mettre des usines à gaz, mais c'est de connaître qui vous êtes en fait dans vos différentes dimensions. Donc, vous voyez, hein, quand on parle de l'individu, pour que l'individu évolue, il faut se connaître soi-même. Et bien, pour une organisation, c'est bien se connaître pour repérer aussi ses talents et ses atouts, mais aussi être vigilant par rapport aux points de fragilité, à nos faiblesses pour s'adapter en permanence. Et donc, l'idée là, c'est qu'on ait les indicateurs qui nous permettent de piloter, c'est-à-dire de projeter sur une année N le prévisionnel de notre activité, le prévisionnel de nos moyens et de suivre ensuite, mois par mois, les écarts entre ce qu'on prévoit et ce qu'on réalise, tout simplement. Mais encore faut-il que nous ayons les bonnes bases de données pour piloter le bon système de reporting et qu'on puisse aussi suivre et piloter à chaque niveau opérationnel, niveau stratégique, niveau tactique, parce que les informations qui vont être traitées par les directions ou les directions générales ne seront pas les mêmes qu'au niveau de chacune des directions fonctionnelles ou support, et ils ne seront pas les mêmes qu'au niveau d'un pôle d'activité ou au niveau d'un service. Chaque niveau a sa propre rationalité. Vous voyez que les racines sur un arbre ont des missions, le tronc il a une mission, et les feuillages aussi ont une mission. Donc, l'idée, c'est que chaque niveau puisse rapporter de bas en haut, mais qu'aussi le haut en bas puisse aussi être nourri et que chacun, à son propre niveau de responsabilité, puisse avoir les indicateurs de pilotage afin d'évaluer, de corriger, de décider, d'arbitrer et d'anticiper, puisque c'est ça la mission d'un manager et la mission de pilote. Et enfin, la notion de management. Donc, vous voyez que je suis chef de service, je suis chef de pôle, je suis directeur. Eh bien, je sais que j'ai des enjeux et ces enjeux vont réémerger justement à travers ce SWOT. Hein. Mais en fonction de ces enjeux, je vais définir une ambition cible avec des objectifs annuels et pluriannuels, avec des résultats attendus, chiffrables. Et ces objectifs annuels et pluriannuels vont être déclinés vers les organisations infra en termes d'objectifs, donc objectifs de pôle, objectifs de service et objectifs d'individu, avec l'idée que chaque collaborateur et le collectif, déjà l'équipe, soit bien au clair sur les enjeux et la vision, ont contribué à partager les enjeux, ont contribué à nourrir cette vision, et on va aller dans le même sens, et du coup, chacun, en fonction de sa mission, de sa responsabilité, eh bien, va être objectivé sur des indicateurs de résultats aussi annuels, et c'est le système d'évaluation qui va permettre aussi, de façon objective, de mesurer si les objectifs individuels sont atteints et si les objectifs collectifs sont aussi au rendez-vous. Avec l'enjeu que cela suppose, c'est qu'on mette à la disposition des équipes le système de développement de compétences qui est associé aux besoins des salariés, aux besoins des équipes, aux besoins de l'organisation pour assumer sa pleine mission. Voilà, donc en tout cas, le SWOT, c'est un outil hyper important parce que quand on a déblayé l'ensemble de ces informations-là, qu'on a créé une analogie avec son organisation, eh ben, on est armé en tout cas pour faire un peu le bilan, enfin faire beaucoup même le bilan des forces et des faiblesses et atouts menaces. Et en l'occurrence, en ayant à l'esprit que vous vous inscrivez dans un environnement économique, social, démographique, juridique,
sociétales, sociales, avec des innovations technologiques et sociales. Et donc, le SWOT, il est aussi à mettre en perspective avec les nouvelles réglementations, avec le développement durable, avec l'évolution du numérique, avec l'évolution des technologies et avec, du coup, tout ce qui vient toucher l'évolution majeure de vos environnements professionnels, y compris l'arrivée des robots, y compris l'arrivée des nouvelles techniques en lien avec l'éveil technologique et l'éveil juridique, l'éveil financier et l'éveil économique. Bref, je pense que vous m'avez compris. Et du coup, eh bien, vous voyez qu'après avoir découvert cet outil qui se digère, hein, il faut le reprendre plusieurs fois, reprenez-le au moins 3 fois et créer de l'association. Il vous apparaît complexe, créez une association, par association d'idées, votre propre matrice, en reprenant quand même, vous voyez, cette configuration de l'arbre managérial et de score humain, là, parce que dans toute organisation, quelle qu'elle soit, vous avez cette problématique et c'est un angle hyper utile pour vous permettre d'avoir une vision à 360 degrés de l'environnement dans lequel vous êtes et de la mission aussi que vous avez en tant que manager. Donc, ensuite, vous voyez qu'en atelier de travail, avec des post-it, qui permettent de recueillir un maximum d'idées en un minimum de temps avec une idée clé par post-it sous forme d'une phrase. Là, c'est hyper important que dans la consigne que vous donnez à vos équipes là, en atelier, la formulation se fasse à travers une phrase, c'est-à-dire un sujet, verbe, complément, parce que c'est toujours difficile après de réinterpréter ce qui a été dit quand vous êtes en train de faire votre compte-rendu. Du coup, soyez exigeants sur ce que vous demandez à votre équipe là, quand vous faites cet atelier. Donc, ça, c'est la matrice pour faire votre atelier. Et puis, vous voyez qu'à la limite, à la fin, vous faites une synthèse des atouts, des menaces, des forces et des faiblesses. Et puis, vous rentrez sur les enjeux d'amélioration et les pistes de solution. Alors, moi, je sais qu'il y a des équipes qui démarrent d'abord par celui-là et parce qu'ils trouvent la matrice trop complexe. Et si c'est le cas, ce que je vous propose, c'est que vous, en tant que chef de projet, vous, en tant que facilitateur, en tout cas, ayez l'exigence de digérer cette matrice pour challenger le groupe et être en capacité de vous assurer que les sujets ont bien été traités et qu'on n'a rien oublié. Voilà. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser comme outil mémotechnique pour vous dire, ça, est-ce qu'on n'a pas un sujet là-dessus? Est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à se poser les bonnes questions sur ces sujets-là? Voilà. Donc, vous voyez que cet atelier SWOT, il est extrêmement précieux et du coup, je vais vous donner l'autre version que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est le SOAR, dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis sûre que cet atelier il va vous passionner parce qu'il amène une forte valeur ajoutée. Alors, à bientôt, à la prochaine vidéo.